Aujourd'hui, on continue à regarder le bouquin Metro Otherscape, le livre de règles Metro Otherscape. Dans la vidéo précédente, j'étais passé un petit peu sur l'intro, mais qui contient globalement le cœur du système Otherscape, qui est un système narratif et cinématique. Donc on avait surtout parlé de mécanique. Dans cette seconde vidéo, on va un peu plus regarder ce que nous propose finalement l'univers, les inspirations qui nous sont données dans le livre. Alors, c'est un livre de règles, donc en fait, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous n'êtes pas particulièrement obligé de suivre tout ce qui est dit dans le bouquin, toutes les idées qu'on vous donne. Mais je trouve que ça reste assez intéressant de regarder ça. Ça nous changera un petit peu de la vidéo précédente. On a parlé globalement que de mécanique. Et dans les vidéos suivantes, on retournera plus avant dans la mécanique. Donc on est parti. Donc si vous avez vu la vidéo précédente, vous le savez déjà, on est dans un jeu cyberpunk mythique. Et donc on va avoir toute une partie qui s'appelle Imagine. Un chapitre qui s'appelle Imagine, dans lequel on va nous parler des tropes, d'idées pour jouer dans un setting cyberpunk mythique, quoi. Donc on a d'abord ici des textes d'ambiance que je vais pas vous lire, hein. En plus c'est en anglais, on nous parle de drones, on nous parle de machin, donc on a au travers de ces petits textes d'ambiance plein d'idées qui peuvent émerger, des drones omniprésents, des tunnels de service, des allées reculées, une usine d'armement, bref, des trucs de cyberpunk qu'on connaît bien, mais aussi ce petit côté mythique, un lézard à 9 têtes, quelqu'un qui en appelle aux esprits pour obtenir de bonnes fortunes, etc. Donc voilà, là c'est juste un texte d'ambiance. Vous avez une idée comme ça aussi en passant d'une petite illustration. Donc on est sur un truc assez pulp en termes d'imagerie, ce qui colle assez bien, je pense, à la philosophie du jeu qui est plutôt un jeu narratif. En gros, si on a m'est-avis que quand on a un jeu avec des illustrations très très réalistes, eh ben, on peut s'attendre à un système très très réaliste. Alors, c'est pas toujours le cas, mais quand on a cette sorte d'envie d'avoir des trucs photoréalistes, souvent, pas toujours, on a derrière un système qui se base plus sur la matérialité de l'univers. Je pense par exemple à un jeu de rôle que j'adore qui est Dead Genesis, où les illustrations sont juste une dinguerie, et le système me plaît pas trop. Là, on a beaucoup d'illustrations de personnages, mine de rien. Alors ça, moi, j'avoue, je me permets une petite aparté, je le regrette un peu. J'aime bien, personnellement, les illustrations de décor, parce que c'est facile à lâcher dans une partie, déjà, de récupérer l'illustration et de la mettre pour illustrer un endroit, quelque chose comme ça. Et ça nous invite plus à voyager. Les personnages, bon, ça nous rappelle que c'est aussi un jeu character-centered, quoi, mais je doute que j'ai l'utilité de cette image dans ma partie jeu de rôle personnellement. Bref, encore une fois qu'on a passé ce petit texte d'ambiance, on nous parle un petit peu des piliers thématiques. Donc les piliers thématiques qu'on nous propose, d'abord, c'est l'ingéniosité de l'humain l'a dépassé, quoi. On est dans une technological overdrive et moral bankrupt. C'est classique, je dirais, du cyberpunk. Alors peut-être pas dans l'absolu, il y a plusieurs branches de cyberpunk. Il y a les premiers trucs cyberpunk qui ressemblent plus vraiment aux trucs actuels. Donc c'est bien, en fait, je trouve, qu'ils reposent les quelques piliers de eux, ce qu'ils essayent de faire. Parce que derrière cyberpunk, même si c'est une niche, le cyberpunk, il y a plein de types d'histoires qui peuvent se cacher. Donc là, on est dans un truc ultra technologique, avec d'énormes inégalités, hein, classique. Les plus hautes technologies, c'est les corpos qui les ont. Et au bas de la société, on se contente de trucs moins stylés, genre des appartements cercueils, tout ça, quoi. On a une oligarchie corrompue. Les corporations et les syndicats criminels, en fait, tirent les ficelles, même si on peut avoir des gouvernements. C'est plus ou moins des trucs de façade, etc. Donc, classique aussi. Des villes en ruine, ça c'est déjà un petit peu plus original. Tous les trucs de cyberpunk sont pas comme ça. On a des trucs parfois très léchés, surtout dans les trucs très transhumains. D'ailleurs, on voit qu'il y a transhumanisme après, mais dans certaines fictions cyberpunk, on va dire, au futurisme assez poussé, on peut avoir un design comme ça, un peu genre partout, on est dans une page de vente Apple, quoi. Un truc très très lisse. Là, on nous parle quand même de cités en ruine, donc peut-être aller chercher des reliques mythiques, puisqu'on a aussi ce côté mythique, dans des endroits où la nature a commencé à reprendre ses droits, dans des quartiers éloignés, ou alors ça peut aussi nous évoquer les faubourgs, la périphérie, où on va avoir peut-être des gangs de motards, etc., à la cyberpunk. Ensuite, on a un cyberspace, sprawling cyberspace. Donc, il faut bien comprendre qu'on a à la fois le concept de réalité augmentée et de réalité virtuelle, ce qui n'était pas toujours le cas dans les premiers trucs cyberpunk. On pensait pas forcément toujours à la réalité augmentée, ou alors on la mettait pas en avant. Là, il y a ces deux possibilités qui entrent en jeu. Donc, on a des mondes infinis qui sont possibles dans le virtuel, où on pourrait finalement s'isoler complètement du monde réel et vivre juste dans un monde parallèle. Mais on a aussi ce côté
ce côté réalité augmentée, donc plus du quotidien. Quand je sors dans la rue, il y a plein de trucs qui s'affichent et tout. D'ailleurs, il y avait une idée que j'aimais beaucoup à un moment, c'était cette idée que chacun pouvait mettre entre guillemets une sorte d'overlay sur la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous vous promenez dans la rue, bah, vous n'avez pas forcément la même ambiance que votre voisin. Et comme ça, les gens, ça les noie encore plus dans le noise, ce bruit permanent de la technologie, et ils vivent plus du tout dans la même réalité. C'est-à-dire que moi, je sors dans la rue, je décide que ma ville, elle ressemble à une petite ville traditionnelle de l'ancien temps parce que je suis un nostalgique et je suis complètement à la ramasse par rapport peut-être au fait que la rue soit pleine de détritus et complètement à la ramasse à côté du fait que mon voisin, lui, ce qu'il affiche avec sa réalité augmentée, c'est au contraire une ville ultra futuriste, ultra épurée peut-être, on ne sait pas. Ensuite, on nous parle de gangs, de contre-culture, ce qui est aussi très classique dans le cyberpunk, et aussi de cultes qui vont prendre tout leur sens puisqu'on a ce côté mythique, et donc on va pouvoir avoir peut-être des gens qui vénèrent des esprits, on va peut-être avoir des loups-garous, des regroupements comme ça, un peu comme dans le monde des ténèbres, de gens qui sont tous attachés à un même mythe, et ça nous donne une variété de factions qui est assez intéressante aussi. Ensuite, on nous parle de transhumanisme. Donc, c'est un jeu qui est contemporain, quoi. Enfin, ils ont commencé à le créer il y a 2-3 ans, donc ils mettent bien ça en avant comme thème, ce qu'on n'avait pas forcément non plus dans les premiers Shadowrun, je crois. Hein. Après, le premier Shadowrun que j'ai eu, je sais même plus si c'était la 2e ou la 3e édition, mais je me souviens pas que ça m'avait marqué, cette thématique du transhumanisme à l'époque quand j'étais petit. Donc là, on nous en parle quand même. Et d'ailleurs, ça va être un des thèmes centraux de la mécanique, hein, finalement, si on doit parler un petit peu de mécanique quand même. Vu que notre personnage est défini par 4 thèmes, ces thèmes, ils vont pouvoir être soit des thèmes personnels, c'est-à-dire une relation, une faction à laquelle j'appartiens, etc. Ils vont pouvoir être des thèmes de noise, donc de technologie, ou des thèmes de mythe. Et en fait, ça fait qu'on va vraiment avoir... ça va être au cœur du jeu aussi, mécaniquement, le fait de changer de nature, en fait. Peut-être de se plonger totalement dans le surnaturel, de se plonger totalement dans la technologie, et finalement peut-être devenir complètement dématérialisé, ou alors au contraire de refuser toute la technologie, le mythe, etc., de lutter contre ça, et de se concentrer sur son aspect le plus humain. Et donc on va pouvoir vraiment... Il y a vraiment une bonne connexion entre la mécanique et le setting sur cette fluctuation de la personnalité, le fait qu'on puisse passer de l'un à l'autre. On n'est pas obligé de le mettre en avant, on n'est pas obligé de changer souvent de thème, mais on y est invité en tout cas. Jouer ce changement, ces transitions de notre personnage et le fait de se questionner sur vers quoi on évolue en fait. Est-ce qu'on abandonne notre humanité ou pas, etc. Et tout ça sans mettre particulièrement une mécanique, on va dire, gritty, que peuvent avoir certains trucs pour nous limiter, en fait, par exemple, dans le nombre de cyberware qu'on peut porter, parce qu'on pourrait devenir un cyberpsycho ou perdre notre essence, etc. Il n'y a pas... il y a de ça, mais c'est moins, on va dire, géré de manière très chiffrée. Ce qui nous intéresse plus, c'est ce changement, moins le côté comment j'optimise mon personnage pour avoir le meilleur équilibre entre l'essence et la technologie. Vous voyez, c'est pas vraiment ça l'enjeu. On est plus sur c'est quoi notre personnage, qu'est-ce qu'on devient. On nous parle aussi du thème de la tech noire. On nous dit que même si Otherscape est pas à proprement parler un truc de détective, il est facile d'aller vers ces tropes-là, puisqu'on peut être engagé pour aller enquêter sur des événements mystérieux qui lient le surnaturel, la technologie, etc. D'ailleurs, un autre truc aussi que j'oublie, on nous parle quand même souvent d'intelligence artificielle, et je trouve que l'intelligence artificielle, c'est vraiment un bon levier narratif dans ce jeu, parce que je trouve ça assez cool, une trope, l'émergence de certains mythes par l'intelligence artificielle, justement. Typiquement, une intelligence artificielle d'un ancien dieu qui essaye de s'incarner une bonne fois pour toutes, je trouve que c'est le genre de délire qui est kiffant. Ensuite, un trope central, c'est la mythologie weaponized, donc transformée en arme, en outil. Donc ça, c'est aussi assez cool parce que, à l'image d'un Shadowrun, etc., on peut avoir ce côté, on va utiliser des artefacts magiques, etc., et essayer, par exemple, de les produire à la chaîne, ce qui pourrait créer un bouleversement, vous voyez, dans le monde, en fait, transformer le surnaturel, les mythes qui essayent d'émerger dans la réalité, en trucs qu'on va pouvoir commercialiser ou utiliser à des fins humaines, en fait, finalement, mettre le mythique au service de l'homme. Donc, déjà, ce qu'on nous précise, c'est que tout cet aspect mythique, il est en train d'essayer d'émerger, il se cache dans notre réalité. Les gens font pas attention, un peu à l'image de Matrix, hein, où les personnages ont complètement zappé qu'ils étaient plus dans le monde physique. Là, c'est dans le même ordre d'idée, en fait. C'est pas qu'ils ont zappé quoi que ce soit, c'est juste qu'ils s'oublient dans la technologie et ils se rendent pas compte que petit à petit, le mythique revient. Donc ça, c'est un des tropes. Et donc, on voit très bien où ça peut nous mener en termes de climax. Si les choses devaient mal tourner, que par exemple les PJ n'arrivent pas à arrêter un mythe, etc., ils pourraient s'incarner une bonne fois pour toutes et foutre un énorme bordel dans la ville, et ça pourrait être l'apothéose d'un arc de la campagne, par exemple. Et l'idée aussi, c'est que pour
se rendre compte de l'existence du mythe, bah, il faut être un petit peu quelqu'un qui est dans la contre-culture ou qui est pas un dormant entre guillemets, vous voyez, qui s'est pas laissé endormir par la technologie pour réaliser qu'il y a quelque chose qui se passe un petit peu dans les ombres. Donc ça peut aussi être un thème, et on va voir comme ça un crescendo peut-être au fil d'une campagne. Ensuite, comment ça se manifeste? Le mythe, eh ben, on va pouvoir, il y a différentes manières. On peut être source touched. Donc ça, c'est typiquement, je sais pas, j'ai été vraiment touché par le mythe. Donc genre, je sais pas, j'ai été mordu par un vampire. Je suis moi-même devenu un véhicule du mythe en fait en devenant un vampire par exemple. Ou alors je vis dans un endroit qui est affecté par le mythe. C'est-à-dire que le quartier dans lequel je vis, petit à petit, se transforme, je sais pas, en l'enfer de Dante. Je vous dis n'importe quoi. Et la nature même de l'endroit où je me trouve, de qui je suis, devient petit à petit magique, mythique. Ça peut aussi passer par des artefacts. Donc ça, c'est là où je trouve que la correspondance avec la technologie va très très vite. Ça peut être un instrument de musique, on nous dit, ça peut être une arme, ça peut être une drogue, ça peut être tout et n'importe quoi. Et c'est là où peut-être les corpos vont pouvoir essayer de l'exploiter davantage. On a aussi des nexus of power, des scene places. Donc c'est des lieux littéralement qui, eux, sont touchés par le mythique. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que ça peut être un mix du virtuel et du mythique. C'est-à-dire que peut-être que le pays imaginaire, vous voyez, il est en train d'émerger dans le cyberspace et son but à lui, c'est de réussir à aller dans la réalité. Pour l'instant, il est que dans le cyberspace, mais quand on se rend dans certains forums, dans certains nexus du cyberspace, on se retrouve en fait dans un endroit touché par le mythique. Et ensuite, on a l'ésotérica, donc là, c'est plus les arts occultes. Donc ça va être des sortilèges, des rituels, ce genre de choses, peut-être des pratiques en fait qui génèrent de la magie. Et donc là, ça peut être typiquement, il me semble qu'il y avait un exemple de faction, c'est des gens qui se passent des grimoires sur Internet avec des sorts. Et si ce truc venait à se partager, à se démocratiser, on ne sait pas ce que ça pourrait donner, vous voyez. Ensuite, au moment où un mythe arrive vraiment à percer dans la réalité, à devenir hyper puissant, on dit qu'il devient un avatar. Et donc là, c'est l'incarnation vivante du mythe. Et ça peut être une personne, par exemple, qui se transforme. Vous voyez, ça peut être un humain qui devient littéralement Dracula. Ça peut être un robot qui se transforme une bonne fois pour toutes en Chronos. Ça peut être, je sais pas, ce genre de choses. En fait, il atteint une sorte de phase finale et du coup, il va y avoir des choses intéressantes. En fait, en termes de PNJ, il peut y avoir des méchants PNJ qui essaient de devenir des avatars. On peut aussi vouloir aider un avatar potentiellement qu'on considère comme un mythe, potentiellement qu'on considère comme bon, à devenir un avatar pour qu'il s'accomplisse complètement dans le monde dans lequel on est. Ou alors notre personnage, si à la fin il a ces 4 thèmes qui deviennent des thèmes de mythe, peut-être qu'il va lui-même devenir un avatar, on ne sait pas. Et ensuite, il y a des ritualistic price, donc des prix à payer, entre guillemets, enfin des rituels à faire pour permettre au mythe de s'exprimer. Et donc ça va être les PNJ sûrement qui vont s'adonner à ces rituels pour faire avancer l'agenda du mythe au service duquel ils sont, par exemple, ou alors nos PJ mécaniquement aussi. Bon, là, on va pas parler trop mécanique dans cette vidéo, mais qui, pour conserver des capacités de certains mythes, vont devoir accomplir certains rituels, entretenir une routine, ce genre de choses. Ensuite, on a le tech noise, donc c'est notre deuxième grand thème. Donc là, globalement, je ne vais pas vous faire 50 000 ans sur le cyberspace. Si vous connaissez un peu le cyberpunk, réalité virtuelle, réalité augmentée, il y a des endroits cachés dans la réalité virtuelle, etc., etc. On peut hacker un peu le monde autour de nous. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il propose un concept qui est le harnessing. Donc c'est littéralement en fait la capacité pour n'importe qui, grâce à certaines technologies quantiques de décryption, qui vont permettre en fait de convertir tout notre être dans le virtuel. Donc c'est-à-dire que nous on bouge plus, un peu comme dans Matrix, mais toutes nos connaissances, toutes nos compétences, etc. qu'on a dans le monde réel, en fait notre incarnat dans la réalité virtuelle va pouvoir les utiliser. Et ça c'est assez cool parce que ça va nous permettre de faire des séances complètes entre guillemets dans le cyberspace sans avoir des règles spécifiques qu'on aurait pu apprécier au demeurant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent les jeux cyberpunk justement parce qu'il y a plein de sous-systèmes. Là, pour le coup, on contourne ça par le fait de nous proposer une solution facile, c'est-à-dire que tout le groupe, même si c'est pas des hackers, etc., ils pourraient utiliser la technologie du harnessing en mode Code Lyoko là et aller dans un autre monde et garder leur capacité du monde réel dans ce monde-là. Ce qui va nous permettre de faire des séances complètes, voire des campagnes complètes dans le monde virtuel avec nos personnages, sachant que du coup, il va s'agir pour vous de déterminer à quel point cette technologie est accessible, si elle est dangereuse, etc. Vous pourrez vous amuser avec ça. Moi, j'imagine très bien les trucs un peu, justement, la cyberpunk où le mec, je sais pas, il est dans sa baignoire glacée. Vous voyez, c'est pas un accès facile. Je pense que
Ça doit pas être n'importe qui peut s'exprimer dans le cyberspace, parce que sinon il n'y a plus vraiment d'intérêt à avoir des hackers et tout, ça nullifie l'intérêt de ce genre de personnage. Je pense que ça doit être un truc assez dangereux. En fait, on est très fragile dans le monde, moi je le vois comme ça, on est très fragile dans le monde physique quand on fait le harnessing, on pourrait se faire flinguer sans s'en rendre compte. Et puis derrière, il y a la cohérence narrative, bien sûr, à suivre de l'univers dans lequel vous voulez jouer. Typiquement, je pense que les joueurs pourraient pas faire absolument tout ce qu'ils veulent, là où le hacker du groupe, lui, peut-être, il va pouvoir contrôler un peu plus comme une sorte de mother dans un vaisseau alien, vous voyez, un peu plus en vue over the top, en mode éditeur, et guider le groupe, ouvrir des portes, fermer des portes, faire apparaître des objets, etc., pour soutenir le groupe qui, eux, sont dans le cyberspace et doivent se contenter, on va dire, c'est juste comme s'ils y étaient incarnés, ça leur donne pas un contrôle total sur la réalité virtuelle qui les entoure, en mode je claque des doigts, la porte s'ouvre, etc. Si je suis fort, je pourrais essayer de défoncer la porte virtuelle, vous voyez, mais je peux pas faire tout et n'importe quoi. Le hacker, lui, il a cette vision un peu plus au-dessus du groupe, il va pouvoir faire peut-être apparaître un véhicule pour les aider, etc. Je trouve qu'il y a un truc à jouer là-dedans qui est intéressant. Ensuite, on a le côté cybernétique et BioWare pour les masses qui est limité, donc globalement, tout ce qui va être se faire soigner, etc., on peut potentiellement y accéder, mais tout est très cher, classique du cyberpunk, et les meilleurs technos sont réservés à des spécialistes. Il faut les voler ou alors bosser pour une corpo, quoi. Ensuite, on a le truc transhumain, carrément, là, c'est pour devenir ultra balèze. J'aime bien le thème ogre qui a été choisi pour les gens ultra transformés physiquement, et le terme augure, donc presque devin, pour qualifier un peu en jargon quelqu'un dont le cerveau a été très modifié, aux capacités intellectuelles ultra boostées. Et je trouve que voilà, le jeu propose un petit vocabulaire, tout comme dans un cyberpunk, on peut avoir Choom, Nova, je sais pas quoi, et dans Shadowrun, je sais plus ce qu'on dit. Bah là, il nous propose quelques petits trucs aussi. Ensuite, on a vraiment l'intelligence artificielle dont on nous parle, qui va pouvoir être un ennemi, mais peut-être un personnage pourrait devenir une intelligence artificielle à terme s'il a que des tags, par exemple, de technologie, on ne sait pas. On nous parle de Neo Materials, donc de comment, bon voilà, on va pas hyper loin. Le but de ce jeu, c'est pas de décrire un univers, c'est de nous donner des outils pour créer un narratif dans un univers cyberpunk qui nous plaît. Donc on nous parle pas vraiment de plein d'événements avec des dates, etc. C'est pas trop le truc. Ça viendra peut-être plus dans les suppléments qui se focus sur une ville spécifique, comme Tokyo Otherscape qui viendra après. Là, on est plus dans de la boîte à outils. Donc on nous donne quelques petites histoires, genre, vous voyez, il y a des nouveaux matériaux synthétiques et tout. Honnêtement, c'est pas dingo. Là, on nous parle de more killing device, donc les armes ultra évoluées. On nous parle d'un truc que je trouve assez intéressant aussi, où on va un petit peu plus loin, dans le sens où on nous dit que, et encore une fois, on en fait ce qu'on veut, mais on nous propose de dire que, en fait, les gens il y a quasiment plus de voitures, en fait, parce que tout le monde utilise des drones pour se faire livrer. Donc on serait vraiment dans la dystopie où les gens bougent plus le cul de chez eux, quoi. Ils peuvent tout faire chez eux, ce qui nous rapproche un petit peu de notre réalité. Vous voyez, tout le monde peut télétravailler ou s'oublier dans les paradis artificiels, on pousse les potards au max, les gens ne sortent plus du tout, c'est des drones qui viennent chez eux, et donc en fait, bah, le nombre de bagnoles a complètement diminué, et ça devient un truc rare, les bagnoles et tout. Donc pourquoi pas à voir ce qu'on a envie d'en faire. Ensuite, la vie dans la cité, donc moralité érodée, la vie c'est de la merde, c'est une poubelle, classique, des catastrophes, hyperinflation, cryptocurrency, pollution, bon, on nous donne des tropes qu'on va pouvoir utiliser. J'avance un petit peu. Pour ce qui est du cyberspace, on nous parle du near space, donc c'est ce qui serait accessible globalement assez rapidement, notamment avec des équipements de réalité augmentée. On nous dit qu'il y a des informations partout, qu'on peut voir des flux, etc. Et ensuite, il y aurait The Tangle, qui serait plus un endroit, là, au contraire, plus complexe, plus difficile d'accès, plutôt utilisé par les corpos, ou pour l'Internet global, ou pour les shops en ligne, les jeux vidéo, etc. Donc des trucs qui sont pas vraiment, on va dire, de réalité augmentée dans la rue, mais plutôt, littéralement, l'Internet, d'une certaine manière. Et derrière, on aurait The Spirals, donc c'est vraiment la tempête dans laquelle on va aller chercher les crypto-bazars, les trucs un peu dark. La vieille architecture, ça c'est vraiment un truc qu'on retrouve de cyberpunk avec le vieil internet où il y a des trucs cachés et tout. Ensuite, ce qui est cool, c'est que là, on a pas mal on a des petits personnages qui nous sont présentés pour nous donner des idées de tropes qu'on pourrait utiliser pour un personnage. Donc, mercenaires privés, les forces corporatistes, des gangsters. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a cette image-là, ici, c'est que c'est pas encore la version finale du PDF. Il y aura une vraie illustration qui viendra remplacer plus tard. Donc on pourrait il y a les cyborgs, les synthétiques, les demons, sprites and gods. Donc ça peut aussi nous donner des idées de PNJ, les cyber-entités, crossovers and mashups. Donc on nous invite à mélanger tous ces concepts. C'est très bien, c'est très bien. Là, on nous donne plus on pourrait dire que c'était plus des grandes catégories d'individus. Là, on va nous donner plus des idées d'archétypes, style, on pourrait être un pilote de drone
accro à l'adrénaline, un ogre complètement chromé, un infiltrateur sans visage qui peut changer quand il veut de personnalité, peut-être par exemple parce qu'il a un truc de doppelganger comme mythe, on ne sait pas, un guerrier au service d'une divinité, un handler, donc une sorte de un broker, quoi, un mec qui a des contacts, etc., qui va aller parler aux fixeurs, tout ça, un intermédiaire, un néo-occultiste, donc une sorte de sorcier, un théurgiste qui essaye de perfectionner son âme pour bannir les forces mythiques de la rue, etc., etc. Donc on nous donne des exemples, et quand on arrivera à la création de personnages, vous verrez que on nous donne beaucoup d'inspiration pour nous aider. Donc clairement, on va pas manquer d'idées de personnages. Limite, on pourrait se noyer dedans. On le verra quand sûrement il y aura une vidéo consacrée à la création de personnages, aux différentes manières de créer un personnage plus ou moins rapide. Donc voilà. Ensuite, on a plus des idées ici de crew, donc de concept de groupe. Est-ce qu'on est en mode on travaille pour les fixeurs qui nous donnent des jobs? Est-ce qu'on est des protecteurs d'une communauté particulière? Donc déjà, on s'ancre un peu plus dans un endroit de la ville et on essaye d'aider les gens plus que de faire du pognon. Des élites spécialistes, donc c'est même pas nous qui allons voir les fixeurs pour chercher du taf, on est des méga bêtes et en fait c'est les mecs qui viennent nous chercher. Famille retrouvée, donc street gang qui essaie de se rebeller, une cabale autour d'une source particulière, si on veut regrouper notre groupe autour d'un mythe spécifique, par exemple, je sais pas, on est tous au service d'un avatar, d'une divinité, je sais pas, ça peut être une possibilité. Des chercheurs, des privés qui sont des chasseurs de fantômes, des chasseurs d'artefacts, ou alors des mecs recherchés, voilà, ça peut être plusieurs idées comme ça. Ensuite ici, on a plus des idées de job, donc ça peut aller du vol à l'assaut, si on veut un truc un peu plus bourrin. En fait, on balaye des thèmes du cyberpunk avec à chaque fois le petit twist du mythe. Par exemple, on pourrait aussi être des exorcistes, des investigateurs, travailler dans la sécurité, essayer d'accomplir des rituels, on se spécialise dans le transport, etc., etc. Tout ça, ça va aider à la fois, toute cette partie, en fait, ça va aider les joueurs à se projeter. Peu importe le setting dans lequel vous voulez jouer, vous, si vous avez créé votre propre ville, vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous ces tropes, mais au moins, il y a quelque chose à se mettre sous la dent en termes de lecture en tant que joueur pour avoir des idées, et c'est très important, je pense. Si on a, vu que c'est un livre de règles, il y a certains livres de règles qui pêchent un peu à ce niveau-là, qui nous font pas voyager, on a que de la mécanique, et je trouve que là, il y a quand même un petit travail. Je vais pas dire que c'est le bouquin qui m'a le plus fait voyager, mais je sais que si à un moment je cherche de l'inspi, etc., je vais pouvoir trouver quelque chose là-dedans en lisant 2-3 paragraphes, ça va me donner des idées. Et c'est hyper important dans un livre de jeu de rôle. Ensuite, on a aussi des idées de lieux. Ça c'est une très bonne idée. Des fois, on se perd un peu, vous voyez, dans ces grands concepts. Ok, je fais du transport, du source hunting, et alors? Et en fait, c'est bien de reposer un peu ce que ça peut être aussi un contexte urbain. Donc, on va sûrement avoir un district commercial. On va avoir un downtown, genre vraiment le cœur de la ville. Les enclaves corporatistes, pardon. Un district avec peut-être des casinos, des trucs d'entertainment, une zone industrielle et des territoires mythiques peut-être qui envahissent la ville, des slums, donc les bidonvilles, les endroits où c'est la guerre des gangs, l'Undercity, les souterrains, et les Urban Wilds, peut-être des villes abandonnées complètes si on a envie de sortir, quoi. Zone de guerre, etc., etc. Il y a plein de choses. Ensuite, on a quelques exemples de sources pour voir des exemples de mythes, par exemple la Manticore, Durandal, Minerva, je vais vous passer les détails. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une petite phrase pour résumer le truc, et puis ensuite, on a comment ce mythe il pourrait s'incarner, typiquement. La forge de Ilmarinen, alors là comme ça je sais pas exactement vous dire ce que c'est la mythologie finnish, donc finnoise j'imagine, finnoise, pourquoi finnoise, j'ai un bug. Bref, donc on nous parle d'un dieu forgeron, et typiquement il peut fabriquer des artefacts que la technologie ne saurait pas produire, et il y a des gens qui vont et ça s'incarne sous forme de plans pour imprimantes 3D ultra poussées, et on pourrait avoir envie de les voler, etc., pour fabriquer en fait à la chaîne des objets mythiques, et on pourrait se disputer ces plans de fabrique 3D. Je trouve ça assez fun. Ensuite, on a des key players. Donc là, c'est des exemples de corpos, hein, concrètement, donc qui sont pas, à proprement parler, ancrés dans l'univers d'Otherscape. On n'est pas sur un univers à gros background en dehors des suppléments qui pourront sortir comme Tokyo, etc. Mais au moins, on a quelque chose à se mettre sous la dent. Là, tout de suite, si on a envie de jouer... donc on a Epis International, Motor Machinery, donc à chaque fois avec leurs grands tropes, et des story hooks, donc à chaque fois il y en a 3-4, et ça nous donne des idées de missions, de trucs que pourrait être en train de faire cette corpo. Donc c'est sympathique. Et c'est pas que des corpos d'ailleurs, hein. Je dis ça, typiquement The Guardian, c'est plutôt un groupe underground de gens qui se partagent des sortilèges. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, donc ça venait pas de rien, c'est en lisant ce passage-là que ça m'est revenu. Des gens qui se refilent des sortilèges sur internet, et ça,
je sais que ça pourrait péter un jour. Donc on a comme ça plusieurs exemples. On a des exemples de mouvements viraux. Donc en fait, on a pléthore d'exemples dans plein de thèmes différents. Donc ça ne nous donne pas vraiment un setting. Il y a des gens qui sont très attachés au fait d'avoir un setting clé en main. Je suis pas sûr que le jeu vous donne ça dans ce bouquin. Par contre, vous avez plein d'accroches différentes, d'inspi, des philosophies et religions. Encore une fois, c'est pas prescriptif, vous n'êtes pas obligé de mettre ça. Mais vous avez des idées. À la fin, on a un petit glossaire avec les termes employés pour avoir un vocabulaire commun entre différentes personnes qui jouent dans un univers Otherscape. Donc voilà, vous avez, ça vous donne une idée de ce à quoi on va jouer. C'est vrai que je l'ai pas couvert en profondeur, vu que ce qui m'intéresse le plus personnellement, c'est la mécanique. Hein. Je ne vous le cache pas. Même si je pense jouer à terme dans le setting Tokyo, c'est vraiment la mécanique et le fait qu'elle puisse s'utiliser dans plusieurs jeux différents avec quelques twists qui me hype plus que les concepts qu'ils vont avoir à proposer dans leurs univers personnellement. Donc la prochaine fois, on ira sur cette partie là dans laquelle je suis déjà en train un peu de scroller. Ça va être sur la mécanique. Donc je repasserai peut-être complètement sur ce qui a déjà été dit pour éviter qu'il y ait trop de répétitions. Il y a déjà 2 vidéos qui répètent pas mal. Mais on regardera quand même un peu un peu plus en détail l'anatomie des fiches de personnages, les types de tags, etc. Je pense que ça sera notre prochain sujet. Qu'est-ce qu'un thème ? Et par la suite, voilà, on continuera à progresser un petit peu chronologiquement dans le bouquin, en sautant peut-être quelques trucs. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite de ce tour d'horizon finalement de Metro Otherscape. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à venir sur le Discord. Bon jeu et à plus.